Ça permet de lancer la petite phase suivante là, qui est qu'on voudrait terminer par se présenter un petit peu plus que ce qu'on a fait au début. Alors je préférais qu'on parte d'abord ensemble sur le terrain pour vous montrer en pratique ce qu'on faisait, mais Steven va vous raconter comment il en est arrivé à être docteur en géologie et ce que c'est que son quotidien. La question qui suit, où se trouvent les autres principales sources de cuivre sur Terre? Donc le Chili, c'est le premier producteur de cuivre au monde. À côté du Chili, le Pérou produit aussi énormément de cuivre, donc c'est le deuxième producteur de cuivre au monde. Donc tous les pays d'Amérique du Sud, donc Chili, Pérou, Équateur et Colombie, l'Argentine aussi, on va dire, tous ces pays ont la même géologie. Donc tous ces pays produisent tous du cuivre, que ce soit du cuivre primaire et secondaire, donc en lien avec la subduction dont Stéphanie a parlé, la formation des magmas, du cuivre primaire puis le cuivre secondaire. Un autre pays qui exploite, qui produit aussi du cuivre, sont les États-Unis. Donc aux États-Unis, on a aussi de grosses mines de cuivre, donc de gros porphyres cuivifères avec du cuivre primaire et du cuivre supergène, toujours lié à une subduction. En plus des États-Unis, on a l'Australie aussi qui en produit un peu, mais principalement le cuivre se trouve tout le long de la ceinture du Pacifique. On parle de ceinture de feu du Pacifique. Donc parce que tout autour du Pacifique, on a une subduction, donc on a différentes plaques continentales et océaniques. On a des plaques qui vont plonger sur d'autres plaques, et ce qui va former voilà des volcans qui plus tard vont avoir du cuivre et former ces porphyres cuprifères. Donc, on va trouver vraiment le cuivre tout le long de la ceinture du Pacifique, donc que ce soit sur la côte est ou la côte ouest du Pacifique. Et après, on retrouve aussi du cuivre dans des terrains anciens. Donc, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a un gisement de cuivre qui date de 2 milliards d'années. En Europe centrale, on a aussi des gisements de cuivre qui datent de l'ère primaire, donc environ 300 millions d'années. Et en Asie centrale, donc au Kazakhstan, en Mongolie, on a aussi du cuivre qui date aussi de l'ère primaire, donc environ aussi 300-200 millions d'années. Une autre question. Ce désert est-il le seul lieu où le lithium est exploité? Est-ce la plus grande mine de lithium? Pour l'instant, à ce que je sais, le lithium, il est exploité pas que dans le désert d'Atacama, mais toujours proche du désert d'Atacama parce qu'il y a que 3 salars qui exploitent en ce moment le lithium. Donc, on a le salar de San Pedro de Atacama au Chili. On a le salar de Uyuni en Bolivie, qui est un gros salar aussi, qui exploite aussi du lithium. Et on a un autre salar en Argentine dont j'ai oublié le nom. Et donc, on a Chili, Bolivie et Argentine, et ça forme un triangle du lithium. Et c'est dans ces 3 salars qu'on exploite le lithium en ce moment. Et Juste donc, on pour, va dire... juste pour compléter, le problème c'est que le lithium ne s'exploite pas que dans les salars, loin de là. Donc il y a plusieurs sources possibles de lithium. En particulier, il y en a qui est associé au granitoïde et à des magmas associés aux granitoïdes qu'on appelle les pegmatites. Et donc, il y a plein d'autres gros gisements de lithium qui sont liés à ça. Et donc, vraisemblablement, j'étais en train de regarder là, le plus gros producteur pour ça, c'est l'Australie. Et puis, en fait, comme le lithium est soluble dans les fluides, à chaque fois qu'il y a des fluides hydrothermaux, il y a aussi du lithium qui est associé. Et il y a aussi du lithium qui est associé, du coup, et exploité, lié à toutes les zones où il y a de l'activité hydrothermale, quoi. Donc, c'est assez diversifié, en fait, les sources de lithium, même si les salars, ça reste le deuxième gros type de production ou pourvoyeur de lithium après les gisements associés aux pegmatites. Je suis étudiant en thèse de doctorat et donc dans le jargon, on parle de doctorant. Moi, depuis mon entrée au lycée et mes premiers cours de géologie, mes premiers cours de géologie, ouais,
J'ai toujours été attiré un peu par les montagnes, par la formation des montagnes. Je trouvais ça vraiment énorme. Et d'un autre aspect aussi, j'ai toujours été attiré, ou j'ai été attiré aussi par la formation des minéralisations, donc que ce soit de cuivre, d'or et tout ça. Et donc, je me suis dit, OK, après le bac, je vais me lancer dans la géologie pour pouvoir, voilà, soit aller étudier la formation des montagnes, soit aller étudier la formation des minéralisations, voilà, que ce soit de cuivre, d'or, donc la formation des métaux en général. Donc, j'ai eu un baccalauréat option sciences de la vie et de la terre et mathématiques. Donc, je pense que c'est le même baccalauréat pardon, que vous allez préparer aussi, que vous allez passer l'année prochaine. Après le bac, j'ai fait un BTS rapidement, j'ai envie de dire. Et ensuite, en 2012, je suis allé au Maroc donc pour faire une licence en sciences de la terre, donc option géologie des ressources minérales. Après la licence, je suis venu en France donc pour faire le master ici à Toulouse. Et donc en 2017, j'ai eu mon master, donc parcours terre et géoressources. Donc toujours le lien avec les géoressources, donc la formation des métaux. Et pendant mon stage de master 2, donc c'est là où j'ai commencé à travailler sur les minéralisations de cuivre du désert d'Atacama. C'est là où j'ai commencé voilà, à dater ces minéralisations. Donc, dès mon stage de master, on a eu des résultats qui étaient plutôt intéressants, prometteurs. Donc, avec Stéphanie, elles m'ont proposé de continuer voilà, en doctorat. Et je me suis dit, bingo, je saute sur l'occasion. Donc, depuis le 1er octobre 2017, donc, j'ai commencé une thèse de doctorat. Donc, la thèse de doctorat, elle dure en principe 3 ans. Et donc là, en septembre 2020, courant septembre 2020, je vais terminer mon doctorat. Donc là, je suis en pleine rédaction de ma thèse de doctorat. Donc, c'est ce qui est de mon parcours. Alors, pour vous parler maintenant on va dire, du métier de doctorant et des fonctions du doctorant, un doctorant, un étudiant en thèse de doctorat, c'est un peu un assistant enseignant chercheur. Donc, c'est là où on va acquérir les compétences et les capacités pour être plus tard enseignant, soit enseignant-chercheur, soit chercheur tout court. Et donc, le métier premier, la fonction première, c'est de produire de la recherche scientifique, c'est ce qu'on nous demande donc, dès qu'on rentre en doctorat. Et donc, pour ce faire, il faut aller voilà, échantillonner dans des mines. Bon, ça, c'était mon cas. Donc, mission de terrain dans le désert d'Atacama, donc échantillonner dans des mines. Après le travail de terrain, il y a aussi un travail d'analyse en laboratoire. Donc, que ce soit ici à Toulouse, tout comme dans d'autres laboratoires. Donc, cette thèse de doctorat m'a permis voilà, de beaucoup voyager donc, entre différents laboratoires ici en France, mais aussi voilà, en Europe. Donc, il y a le travail de laboratoire. Et lorsqu'on fait et le travail de terrain et le travail de laboratoire, lorsqu'on a des résultats qui sont bien, qui sont bons, il faut publier ces résultats et donc il faut écrire des publications scientifiques. Donc, c'est aussi voilà, une des fonctions ou une des prérogatives qu'on demande à un doctorant, c'est d'écrire des publications scientifiques. Donc, j'ai déjà pu écrire une dans le cadre de ma thèse. Donc, à côté du fait de produire de la recherche scientifique, on est aussi amené voilà, à donner des enseignements de travaux pratiques et de travaux dirigés donc à l'université, principalement à des licences. Et donc, moi, tout au long de mes 3 années de thèse, donc, je suis intervenu dans les TP, les TD, à des licences, donc licence 1, 2 et 3. Donc, comme vous le voyez sur cette photo, pour des descriptions, des identifications de minéraux au microscope, des descriptions de roches, ou aussi des travaux dirigés en petits groupes, donc voilà, pour aider les étudiants. Et en thèse, on peut aussi encadrer des étudiants en master et en licence, donc à un niveau inférieur au nôtre, parce qu'on est déjà passé par là. Donc, j'ai pu co-encadrer avec mes directrices de thèse des étudiants, un en master 1 et un en master 2. Donc, c'est aussi quelque chose
qui est très bien. Surtout le fait de donner des enseignements parce que derrière, quand on veut être enseignant-chercheur, c'est très bien d'avoir, on va dire, un peu goûté à la fonction d'enseignant-chercheur, de s'être frotté un peu déjà aux étudiants, donc d'avoir acquis une certaine expérience pour pouvoir plus tard voilà, postuler en tant qu'enseignant-chercheur lorsqu'on aura notre diplôme de doctorat. Donc, derrière, lorsqu'on a... Steven, Ouais, je ne sais ouais. pas si c'était très clair pour eux. Quand tu parles de co-encadrement, c'est parce que les étudiants de licence et de master, ils font déjà des stages en laboratoire, des petits stages d'initiation à la recherche. Et donc, dans ces stages, ben, il faut des encadrants de stage. Donc, on va leur confier des petits travaux à faire à ces étudiants de licence et de master sur quelques semaines, souvent. Et donc, voilà, c'est ça à quoi a participé Steven. Et donc, à côté du fait de produire de la recherche scientifique, lorsqu'on a des résultats, il faut aller montrer ces résultats-là à des congrès, donc des congrès scientifiques, que ce soit à l'échelle de la France, des congrès nationaux, ou même des congrès internationaux. Et donc, moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai pu voyager. Ça m'a permis de beaucoup voyager, cette thèse de doctorat, à vrai dire. Donc, j'ai pu aller à Barcelone donc, pour participer à la Goldschmidt, qui est une grosse conférence sur la géochimie. Et l'an dernier, j'ai pu aller encore à Santiago du Chili pour une sorte de grosse conférence aussi sur la formation des métaux. Et donc, c'est l'endroit idéal un peu pour rencontrer du monde, pour parler de la recherche qu'on fait, pour présenter ses recherches, mais pour aussi apprendre aussi de ce que les autres font dans les autres pays, dans d'autres laboratoires. C'est aussi l'endroit pour tisser des contacts aussi avec des chercheurs, voilà, pour des perspectives un peu post-thèse. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai envie de dire, lorsqu'on a un peu de temps et lorsqu'on est passionné, on peut s'adonner à la vie associative. Et donc moi, dès ma première année de thèse de doctorat, avec deux autres étudiants de mon laboratoire, donc deux autres étudiants en thèse, donc ici Cyrielle et Gaëtan, on a monté une association d'étudiants en géologie. Donc l'association, c'est l'association des étudiants toulousains en géologie économique. Donc c'est une association qui a pour but de fédérer les étudiants toulousains autour de la géologie économique. Et donc, on essaie de se réunir une fois toutes les vacances scolaires pour organiser des activités. Donc, les activités, c'est aller visiter des mines. Donc là, par exemple, on est allé visiter des mines dans le sud de l'Espagne avec d'autres associations d'étudiants. Donc là, c'était une association d'étudiants en Suisse. Donc, pardon, visiter des mines, organiser des conférences, visiter des carrières et puis inviter aussi des chercheurs à venir faire des conférences à l'université. Donc voilà, c'est une activité qui ne prend pas énormément de temps. Donc comme je vous l'ai dit, on se réunit une fois toutes les vacances pour essayer d'organiser une activité. Et donc moi, depuis bientôt un an, je suis président de cette association. Et donc, quand je finirai mon doctorat, il faudra que je passe la main à d'autres étudiants. Donc voilà, là, c'est une activité annexe, on va dire, à la thèse de doctorat. Donc, c'est vraiment pour voilà, ceux qui sont motivés, ceux qui ont un peu de temps et qui veulent voilà, dévouer ce temps-là à une activité associative. Et je pense que c'est tout. Voilà. Oui, je vais prendre le relais, puis après, on déborde un petit peu, mais si vous avez des questions, on prendra le temps qu'il faut. Je vais essayer d'insister juste sur les quelques points qui sont différents par rapport à ce qu'a dit Steven, parce que Steven, il est un apprenti enseignant-chercheur, donc autrement dit, il fait déjà à peu près le même style d'activité que ce qu'il devrait faire plus tard en tant que chercheur. Il ne vous l'a pas dit, mais quand on est en thèse et qu'on est du coup apprenti enseignant-chercheur, c'est comme si on était quelque part en CDD, c'est-à-dire qu'on a un salaire et on a 3 ans de salaire pour faire cette thèse qui nous donne un statut, voilà, un statut de salarié qui est évidemment bon à prendre. C'est-à-dire qu'on est un peu entre les études et puis la vie professionnelle. C'est vraiment une période de transition entre les études et la vie professionnelle qui est destinée à nous donner une expérience qui se rapproche aussi
fortement possible de l'expérience qui sera celle d'un vrai enseignant-chercheur par la suite. Donc, quelques mots sur mon parcours. Moi, en fait, je suis passée par les classes préparatoires aux grandes écoles. Hein, donc, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pris la voie classique qui est de faire une licence à la fac et un doctorat. Donc, moi, je suis passée par les classes préparatoires aux grandes écoles. Et après ça, j'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon, où là, pour le coup, on retrouve un schéma universitaire un peu plus classique. Et du coup, à la suite de ça, j'ai fait un doctorat en sciences de la Terre, toujours à Lyon. Et donc, j'ai ensuite travaillé 2 ans en tant qu'enseignant temporaire. Oui, c'était à l'époque la BCP, enfin l'équivalent de la BCPST. Tout à fait. Et puis, après, j'ai passé 2 ans sur un poste temporaire à Paris 6, là, à Jussieu. Et j'ai été recrutée comme maître de conférence. C'est le stade numéro 1, on va dire, des enseignants-chercheurs à l'université. C'était le premier grade. Et donc, j'étais à Nancy à l'époque où j'ai passé 10 ans à l'université de Nancy comme enseignante et chercheuse. Et puis après, donc on arrive à ces postes par des concours. Donc, c'est un concours avec des dossiers et puis une audition. Donc, c'est des concours assez sélectifs, hein, de plus en plus, parce que les postes ne sont pas très nombreux en ce moment. Mais donc voilà, c'est une logique de concours de l'État, hein, puisqu'on est fonctionnaire après quand on est enseignant-chercheur. Et donc, j'ai passé un premier concours pour être maître de conférence à Nancy, et pour être professeur à l'université de Toulouse, j'ai dû passer un deuxième concours, donc même système. Et donc, on postule sur des postes qui sont ouverts dans toute la France, hein, et en l'occurrence, j'ai été recrutée sur ce poste à Toulouse où je suis depuis à nouveau 10 ans. Et donc, en fait, contrairement à Steven, en fait, moi, j'ai 3 fonctions. C'est-à-dire que non seulement je fais de la recherche, comme vous l'a expliqué Steven, je fais de l'enseignement plus que lui, hein. En fait, on est censé passer moitié de son temps à l'enseignement, moitié de son temps à la recherche, mais on passe aussi moitié de son temps. Alors, ça va faire on va dire qu'à la fin, ça va faire des gros tiers, tout ça, à des activités administratives diverses et variées. Genre toucher 2 ou 3 mots. Donc, juste pour vous dire que enseigner à l'université, donc effectivement, il y a des cours, des TD. Alors nous, on enseigne tout niveau, hein, de la licence au master, effectivement, avec pas seulement les cours en amphi, mais aussi plein de TP et de TD. Et il faut savoir que quand même, dans les études de géologie, les étudiants ne sont pas très, très nombreux. En gros, nous à Toulouse, alors qu'on a une grosse université, au maximum, on a une cinquantaine d'étudiants en géosciences. Et quand on divise en plus ça en 2 ou en 4 pour faire des groupes de TD ou de TP, on travaille souvent en petits groupes. Donc, il y a au moins la moitié des enseignements qui correspondent à des cours et des TD. Souvent, c'est peut-être même plutôt 2 tiers. Pardon, à des TP et des TD, c'est souvent plutôt 2 tiers et 1 tiers de cours. Et donc, ça veut dire qu'on passe quand même beaucoup de temps en groupe assez petit. Avec voilà, c'est pas des études dans lesquelles on est perdu au milieu de grands groupes, hein, quand on fait de la géologie. Et il y a aussi un nombre assez limité d'enseignants. Je ne sais pas ce que tu en penses, Steven, mais c'est vrai qu'on connaît assez vite tout le monde, que ce soit les autres étudiants ou l'équipe enseignante. Nous, on est une quarantaine en tout d'enseignants. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais comme on se spécialise un petit peu, finalement, on se retrouve souvent avec quelques enseignants qu'on a un peu beaucoup, quoi. Et c'est vrai que c'est assez chaleureux et convivial. Alors, c'est d'autant plus chaleureux et convivial, les enseignements en géol à la fac, qu'on fait beaucoup de terrain, enfin, pas autant qu'on voudrait, mais on part au moins chaque semestre, une semaine sur le terrain. Donc, ça veut dire 2 semaines, 3 semaines par an où on part en gîte ou en camping ou pire en tente sur le, sur le terrain. Et puis, enseignants et étudiants, et on va en pratique, hein, travailler sur le terrain. On fait aussi de l'enseignement sur le terrain la journée. Donc, l'un dans l'autre, c'est, je crois, des études qui sont quand même plutôt agréables, à condition d'aimer être dehors, bien sûr. Donc, je ne vais pas trop revenir sur la partie recherche parce que Steven vous a raconté ce qu'il faisait. Peut-être qu'il y a quand même une partie dont Steven ne vous a pas parlé et qui nous occupe beaucoup, c'est qu'il faut financer sa propre recherche.
Donc ça veut dire qu'il faut monter des projets, écrire des projets, les proposer au CNRS, à l'ANR ou à d'autres organismes financeurs internationaux en espérant qu'ils soient retenus et que ces organismes financent la recherche qu'on veut effectuer. Et puis je veux juste revenir aussi euh, par, parce que vous m'avez posé la question, sur le terrain. Donc moi je fais en général une mission de terrain par an pour la recherche, parfois deux, en plus d'un camp de terrain avec les étudiants. Donc les camps de terrain avec les étudiants, c'est quand même souvent en France, mais par contre les missions de terrain, moi je suis allée à plusieurs endroits dans le monde, hein. J'ai commencé par travailler sur les Alpes, donc là c'était en France et en Italie, c'était pas forcément très loin, mais j'ai travaillé sur la Norvège, j'ai travaillé sur le Maroc, j'ai travaillé sur le Tibet oriental, j'ai travaillé beaucoup en Grèce, dans les Cyclades. Je travaille maintenant au Chili, donc voilà, c'est l'occasion d'aller sur le terrain à chaque fois. Mes 2 expériences les plus extrêmes, je dirais, c'est quand même, le désert d'Atacama. Alors là, c'était pour moi une courte mission, j'y suis restée bien moins longtemps que Steven, mais c'était quand même, des conditions un peu exceptionnelles et le Tibet, j'y suis allée 2 fois, heu, 15 jours, 3 semaines à chaque fois et donc c'est le Tibet oriental, hein, en particulier un endroit où il y a un très gros séisme, où il y a eu un très gros séisme en 2008. Et ça, c'est effectivement assez exceptionnel parce que c'est des conditions un petit peu compliquées quand même en termes de terrain. Il y a au point de vue logistique, mais c'est aussi des civilisations évidemment complètement différentes, des conditions de terrain où ça se rapproche vraiment de l'exploration. Où on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. On est allé à des endroits où les géologues européens n'étaient pas retournés depuis longtemps à cause des problèmes politiques au Tibet. Et donc, c'est vrai que c'est un côté souvent très agréable de faire ces missions de terrain dans des conditions diverses et variées. Et puis, juste un petit mot sur l'activité administrative. Je crois qu'après, ce sera à peu près tout. Pour dire qu'effectivement, on doit gérer plein de trucs, animer des équipes de recherche, gérer des formations universitaires, assurer de la communication. C'est pour répondre aussi à une question du WCLAP. Là, effectivement, il faut communiquer son travail. Travailler pour soi-même, ça a quand même pas beaucoup d'intérêt. Donc, une fois qu'on fait des recherches et qu'on obtient des résultats, il faut les communiquer. Donc, les communiquer à nos pairs, hein, PAIR, donc nos collègues, hein, chercheurs, enseignants, chercheurs dans le monde, via des publications ou via des congrès, mais aussi, autant que possible, communiquer vers un public plus large. Ça peut être pour certains travailler avec le privé, effectivement, hein, et faire en sorte que la recherche qu'on fasse serve au monde de l'entreprise. Alors, c'est assez peu mon cas parce que je fais plutôt de la recherche fondamentale, mais par contre, je fais effectivement pas mal de communication vers le grand public et en particulier vers les collèges, lycées, mais pas uniquement, pour aussi parler de son métier d'enseignant-chercheur et son métier de géologue au grand public. Et puis, donc voilà, on est amené à prendre des responsabilités, encore une fois, d'équipe, de laboratoire. Moi, j'ai été co-directrice de mon laboratoire, par exemple, pendant plusieurs années. Et puis, on évalue les travaux des autres, les publications, les projets que font les autres. Ça, c'est une grosse part de notre métier aussi. On recrute nos collègues, on recrute des doctorants. Donc, voilà, une activité autre qui est très importante, en fait. Euh, Quelques petits mots, quelques petites questions là sur nos métiers de chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants. Et puis après, éventuellement, je veux bien répondre aussi à vos questions sur qu'est-ce qu'on fait quand on est géologue et comment on fait pour le devenir. Mais peut-être qu'on peut finir sur nos métiers de doctorants ou de permanents, chercheurs, enseignants, chercheurs. Je fais le tour des questions hein, pour voir si on n'en a pas trop loupé. Ah, j'avais une question pour Steven. Avez-vous fait d'autres thèses? Non, je n'ai On pas n'en fait fait. qu'une en général. Et je compte pas en faire aussi d'autres. Non, là, si je termine, c'est plutôt voilà, aller travailler directement. Même si je pense que ça peut exister, des gens qui font plusieurs thèses, mais dans mon cas, non. Et Alors peut-être qu'en géologie, c'est aussi rare. en fait, une thèse, c'est un diplôme universitaire, hein. Faire une thèse, c'est voilà, faire un travail en 3 ans, mais surtout, à la fin, c'est obtenir le dernier diplôme universitaire ou presque, qui est le doctorat. Donc, à la fin, on est titulaire d'un diplôme
Et en principe, une fois qu'on a un diplôme, on le repasse pas 2 fois. En tout cas, on repasse pas 2 fois un même diplôme dans une même spécialité. Donc éventuellement, il y a des gens qui peuvent avoir, une thèse en sociologie et une thèse en géologie, par exemple, ou une thèse en physique et une thèse en géologie, mais on ne fait pas 2 thèses dans la même discipline. Peut-être d'autres questions. Combien avez-vous fait d'expérience sur le terrain? Alors moi, dans le cadre de ma thèse, j'en ai fait qu'une seule. Donc, comme je l'ai dit, de avril à mars 2018. Et sinon, après, dans le cadre de mes études, là, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Et dans le cadre de l'association aussi qu'on a monté aussi, on en a fait aussi deux, trois campagnes de terrain aussi pour aller visiter des mines et tout ça. Ouais, moi je compte plus. Alors, écrivez-vous des articles? Si oui, sont-ils accessibles au public? Oui, en tant que doctorant, étudiant en thèse, il faut qu'on écrive des articles. Donc, avant d'avoir le diplôme de doctorat, il faut qu'on ait soumis au moins un article à une revue scientifique. Donc là, c'est un préalable. Donc, ouais, moi, j'en écris. Là, j'en ai un que j'ai écrit qui a été publié. Est-ce qu'ils sont accessibles au public? Non, à défaut de payer un abonnement à la revue scientifique. Et sinon, non, ils ne sont pas accessibles au public. Et là, c'est quand même bien dommage. Ensuite, faites-vous des conférences accessibles au grand public? Je dirais oui et non, parce que les conférences qu'on fait, bon, nous, à l'échelle du laboratoire, par exemple, on organise des sortes de journées des doctorants qui sont ouverts au grand public, c'est vrai, mais voilà, rarement des membres de nos familles ou nos amis viennent. On organise parfois des conférences à l'université, mais là encore, le premier public qui est visé, ce sont les étudiants, voilà. Après, ces étudiants-là, ils peuvent ramener, je sais pas, des amis ou des membres de leur famille. Ils le font rarement, mais voilà, c'est aussi des conférences grand public, mais c'est vrai que le public, il est plutôt visé, donc des étudiants en géologie ou des étudiants tout court de l'université. Et pareil, lorsqu'on va faire des conférences, que ce soit nationales ou internationales, déjà, ces conférences-là, elles sont payantes et c'est avant tout réservé à une communauté, donc la communauté de géologues, et elles ne sont pas forcément accessibles au grand public. Alors, Mais après, comme Stéphanie l'a dit, il y a peut-être des conférences grand public. pour compléter là justement, si ça vous intéresse, vous pouvez quand même suivre, ce qui se passe sur la place toulousaine, hein, ou dans les endroits où vous serez plus tard. Parce que, il y a quand même, à la fois des manifestations grand public dans lesquelles il y a soit des ouvertures de laboratoires et des occasions de rencontrer, des chercheurs et des enseignants-chercheurs, soit, il y a effectivement des conférences, un petit peu régulièrement. Donc vous connaissez, je pense, la Nuit des chercheurs, la Fête de la science. Hem, Moi j'ai fait, cette année, il y a pas longtemps, par exemple, une conférence, au Quai des Savoirs, voilà, qui organise plusieurs cycles de conférences avec des cafés sciences, hein, qui, existent régulièrement. Donc ça, c'est des programmes que vous pouvez trouver, en particulier, je pense, via les sites de l'université, mais voilà, si vous allez sur le Quai des Savoirs, par exemple, il y a des programmes de conférences et moi j'ai des collègues qui font des conférences dans ce cadre assez régulièrement. Hem, il faut voir aussi qu'il y a plein d'autres moyens de communiquer vers le grand public. Il y a des fois, des choses qu'ils ont mises en ligne, sur YouTube, il y a, des émissions de radio, il y a enfin voilà, donc il y a finalement, tout un tas de moyens de communication qu'on active, qui permettent de communiquer vers le grand public, et je vous engage à suivre, ce qui se passe, autour de vous, parce que voilà, vous avez des moyens de vous rencontrer, au moins quelques fois par an, et puis qui plus est, du coup, nous on va régulièrement dans les lycées, hein, faire des conférences. Moi j'ai, fait une conférence un peu équivalente à celle-ci à Saint-Cernin il y a 2 ans, par exemple. Donc voilà, oui, on va à la rencontre du public, et vous êtes les bienvenus pour venir évidemment, dès qu'on ouvre les portes, quoi. Bon, vous avez 2 minutes pour discuter études métiers. Julien, on continue ou?
Ouais. Bon, je préfère qu'on fonctionne éventuellement sous forme de questions là pour ça parce que j'ai pas forcément prévu beaucoup de matériel. Mais juste pour vous dire qu'il y a des emplois en géosciences en France. Le dernier vrai gros recensement date un peu, hein, ça date d'une dizaine d'années. Donc, c'est la dernière grosse étude qui a été menée exprès pour faire pour avoir une vue d'ensemble de la situation de l'emploi en géologie en France et qui montrait qu'il y avait un peu plus de 6000 emplois dans le domaine des géosciences en France. Alors, c'est vraiment de la géologie. En tout cas, c'était fait pour les emplois en géologie. Il faut bien se rendre compte que, en fait, actuellement, les emplois sont surtout ou beaucoup orientés dans le domaine de l'environnement. Alors, l'environnement, ça veut un peu tout et rien dire, mais les gens qui ont des formations en sciences de la Terre sont, ont des emplois spécifiques hein, dans le domaine de l'environnement, en particulier à cause de l'eau, hein, tout le domaine de la gestion de l'eau où là, évidemment, les géologues, qu'on appelle les hydrogéologues, sont nombreux. Et puis, donc voilà, donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'à ces 6000 emplois-là, il y a des emplois dans l'environnement qui sont occupés par des personnes qui ont des formations de géologues et qui ne sont pas comptabilisées dans cette étude. Et alors, ça double peut-être pas le chiffre, mais si, peut-être. Enfin, l'ordre de grandeur doit être à peu près le même. Et donc, vous voyez, il y a à peu près un quart de ces géologues qui sont dans le domaine de l'exploration pétrolière ou qui l'étaient il y a une dizaine d'années. Il y a une petite dizaine, un peu plus d'une dizaine de pourcents de chercheurs et une petite vingtaine de pourcents d'enseignants-chercheurs, donc ça fait quand même 30% en tout. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans des petits bureaux d'études. Il y a en particulier plein des bureaux d'études, disons, en géotechnique, hein, qui vont faire des études pour l'installation de sites, de bâtiments, d'ouvrages type pont ou tunnels, etc. Il y a quelques gros organismes qui embauchent des géologues qui sont le BRGM, hein, le Bureau de recherche géologique et minière, l'ANDRA qui s'occupe de l'uranium et du stockage des déchets nucléaires potentiels. Vous savez, enfin en tout cas, c'est tout ce qui a lié à trait à l'exploitation et au traitement de la filière de l'uranium. Le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Et donc voilà, il y a un certain nombre d'organismes, on va dire, parapublics comme ceux-ci. Et puis, il y a quelques centaines de géologues qui sont employés dans les mines et les carrières dont on parlait tout à l'heure. Et donc, comme je vous disais, pour en arriver là, il y a diverses filières, dont en particulier l'université, mais là je diversifie un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure parce que je vais au-delà du métier d'enseignant-chercheur. Je crois qu'il n'y a que 2 BTS en fait en France qui sont vraiment des BTS en géologie. Là encore, il y en a plus en environnement, en hydrogéologie, etc. Je pense, mais ceux qui sont vraiment estampillés géologie, il y en a 2 à ce que je sache, un qui est à Nancy et un qui est en Isère, à Montalieu-Versieux. La voie royale, quand on veut être géologue, comme je disais, ou la voie la plus classique, c'est de rentrer à l'université, faire une licence, puis un master en sciences de la terre et environnement. C'est souvent lié maintenant. Elles s'appellent pratiquement toutes comme ça parce que les composantes d'études des sols, des eaux, etc., sont adjointes à des approches plus classiques de la géologie. Et puis, il y a quelques licences professionnelles. Là aussi, elles sont souvent un petit peu orientées environnement, mais pas toutes. Donc là, il faut aller voir sur les sites des universités ce qu'elles proposent et quelles sont les spécialités de ces licences. J'en ai listé quelques-unes, Orléans, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Besançon, mais j'ai mis des petits points parce qu'il y en a plusieurs maintenant et c'est plutôt en progression, hein. Passé un temps, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais elles se créent progressivement dans les universités, ces licences professionnelles qui permettent d'avoir en 3 ans un diplôme qui soit valorisé sur le marché du travail, alors que quand on fait une licence normale, souvent on a besoin d'aller jusqu'au master. Donc, non pas de faire 3 ans, mais de faire 5 ans pour pouvoir accéder à un emploi. Donc, si on a envie de faire des études courtes en géologie, il faut faire un BTS ou une licence professionnelle. Et puis, comme je disais, on peut aussi rentrer en école d'ingénieur. Alors là, l'école d'ingénieur public à laquelle on accède après une prépa, soit BCPST, soit des prépas en maths et en physique, je ne sais plus exactement quels sont les concours sur lesquels ils émargent. C'est l'école de géologie de Nancy, qui est voilà, une
la grande école d'ingénieurs géologues. On peut faire aussi de la géologie, même si maintenant ça devient un petit peu anecdotique dans les écoles des mines. Alors classiquement, évidemment, on y formait des géologues, mais c'est plus trop le cas. Donc là aussi, c'est accessible après les prépas. Il y a des écoles d'ingénieurs qui sont maintenant incorporées dans les universités. Par exemple, à Strasbourg, hein, l'IOST, à Toulouse, on a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'UPSITEC, où il y a aussi des géosciences. Après les prépas, on peut rentrer aussi, comme moi je l'ai fait, dans les écoles normales supérieures, à Lyon ou à Paris. C'est les 2 écoles normales supérieures dans lesquelles il y a de la géole. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une école d'ingénieurs qui est accessible après le bac, si vous n'avez pas envie de passer par les prépas, mais qui est une école privée qui s'appelle Unilassal, qui est en région parisienne, qui est spécialisée à la fois en agronomie et en géologie, où ils forment en particulier pas mal d'ingénieurs de terrain. Voilà, donc ça c'est un petit panel de ce qui existe si on veut être géologue à divers niveaux. Bon, ça a été un peu rapide, mais si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. On a beaucoup débordé, hein, on parle beaucoup. Question, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Alors, moi, dans mon cas, donc, pourquoi j'ai peut-être continué après le master? Voilà, après le master, j'aurais pu aller tenter ma chance sur voilà, le marché du travail, mais c'est surtout que j'avais envie d'arriver, on va dire, au bout. Voilà. C'est clair que quand on quitte le master directement et peut-être qu'on est embauché dans une société minière, parce qu'au départ, c'est ce que je voulais faire, voilà. J'aurais pas pu répondre à la question comment le gisement, par exemple, s'est formé ou pourquoi le gisement s'est formé là et pas quelque part d'autre. Et donc, on va dire, j'ai accepté d'aller de faire un doctorat pour pouvoir répondre à ces questions-là et pour pouvoir vraiment comprendre comment le gisement se forme, voilà, de long en large, plutôt que de rester sur du superficiel. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, en fait, je ne suis pas forcément tombée dans la géologie quand j'étais petite, encore qu'il y a des racines, mais en fait, je suis rentrée en prépa plutôt avec l'idée, en prépa, donc BCPST, plutôt dans l'idée de faire de la bio. Et puis, j'ai découvert la géologie en prépa, en fait, quand j'étais en prépa à Lyon. Donc évidemment, c'est toujours une histoire de prof. Cette histoire, c'est qu'effectivement, j'ai eu des professeurs qui m'ont fait découvrir cette discipline. Donc moi, quand j'étais lycéenne, j'avais pas de géologie pratiquement. Je ne sais pas si vous savez, mais avant, il n'y avait pas de géologie au bac, il n'y avait pas de géologie en terminale. Donc on avait un petit peu de géologie en quatrième et puis un tout petit peu en première. Et puis comme c'était pas au bac, les profs le faisaient pas. Donc moi, j'ai eu de la géologie que en quatrième au lycée, au collège et au lycée. Et donc en fait, j'ai vraiment découvert la géologie en prépa. Et voilà, c'est là que j'ai eu envie d'être géologue. Et en parallèle de ça, l'idée d'être enseignante-chercheuse me plaisait mieux que l'idée d'être ingénieure. J'ai toujours bien aimé enseigner. Et donc voilà, après, les prépas, c'est un petit peu un coup de chance aussi, hein, puisqu'on a un peu ce qu'on peut aussi après. Donc moi, j'ai eu la chance d'intégrer une des ENS qui était effectivement ce dont j'avais envie, puisque finalement, effectivement, l'idée d'être enseignante-chercheuse me plaisait bien. Et donc, il faut savoir que quand on est chercheur, effectivement, on peut être chercheur à temps plein ou enseignant-chercheur. Donc, dans ce cas-là, on partage son travail entre l'enseignement et la recherche. Et ça, pour moi, c'est important. Je crois que je ne peux pas imaginer de faire de la recherche sans passer du temps à faire de l'enseignement aussi, parce que c'est une activité dans laquelle on transmet son savoir, dans laquelle on est au service des étudiants quelque part. Et c'est effectivement quelque chose dans lequel moi je me fais vraiment beaucoup plaisir. Donc c'est voilà, ça c'est un type de métier qui est extrêmement varié, où on s'ennuie pas, où on fait pas 2 jours la même chose, qui fait que c'est voilà un métier très attirant et dans lequel après une thèse où moi aussi j'ai fait un peu d'enseignement, un peu de recherche, j'avais vraiment envie de continuer là-dedans. Mais c'est vrai que ça a été une découverte un petit peu progressive au fur et à mesure de mes études, finalement tout ça. Je pense qu'on va pouvoir vous On va arrêter, remercier, hein. oui, Steven et puis Stéphanie, pour ce long temps que vous nous avez accordé.
Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez livré, de vos expériences sur le terrain. Je pense que ça a beaucoup plu, votre parcours, aussi les apports scientifiques, bien sûr, les réponses aux questions. Je pense que c'était important et apprécié. Merci aussi à tous ceux qui ont participé. Il y avait donc plus de 400 élèves de l'académie qui étaient inscrits aux épreuves des Olympiades académique de géosciences. Donc, il y avait 27 lycées répartis sur 5 départements. Donc, je disais l'Ariège, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne aussi. Donc, bravo à vous et merci en tout cas pour votre investissement. On vous souhaite une très très bonne continuation. N'hésitez pas à revenir vers nous si voilà, vous avez des questions, si vous voulez les contacts aussi des enseignants-chercheurs, bien entendu. Merci aux enseignants qui vous ont accompagné. J'ai vu certains dans les noms déconnectés, donc voilà, merci à vous. Je remercie particulièrement Anne-Sophie Miquel et Fabien Manot, donc, qui sont les enseignants chargés de mission pour les Olympiades de géosciences. Donc, ils sont au lycée Stéphane Hessel de Toulouse. Et moi, du coup, en tant qu'inspecteur, voilà, je vous remercie tous pour votre investissement. Voilà, et merci beaucoup, je le redis encore à Steven et puis Stéphanie qui ont bien voulu accepter de faire cette épreuve, parce que c'est pas simple d'être devant la caméra comme ça en plus si longtemps. Donc voilà, il y a encore une question. On dirait Chloé qui voudrait absolument savoir comment s'est passé votre BCPST. Donc si vous avez le courage de répondre. Non, plutôt bien. J'ai une bonne expérience de la prépa parce que j'étais dans un bon groupe en termes à la fois d'enseignants, mais aussi d'élèves. Évidemment, je pense que c'est super important d'avoir une promotion dans laquelle on se sent bien et dans laquelle il y a beaucoup de convivialité. Donc ça, je crois que ça a été la clé pour le succès, parce que si on n'est pas bien, si on n'a pas le moral, c'est évidemment compliqué. Par contre, effectivement, c'est beaucoup de travail, hein. Et c'est vrai qu'à posteriori, pour arriver là où je suis, je pense que j'y serais arrivée plus facilement et avec moins de douleur en étant passée par l'université. Mais bon, c'était comme ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment un gros investissement. Je regrette pas parce qu'on acquiert quand même des méthodes de travail et surtout une capacité à faire des maths et de la physique tout en étant géologue qu'on n'acquiert pas à la fac, parce que les maths et la physique ont beaucoup moins de place dans les enseignements. Or, de plus en plus, les géosciences, c'est quand même de la physique et de la chimie et de l'informatique. Voilà. Et du coup d'être passé par les BCPST, ça nous donne ces capacités sur ces sciences qui sont un petit peu autres, hein, mais dont on a besoin. Qu'on n'acquiert pas très bien à la fac, je dois dire, ou alors après, il faut se former un petit peu tout seul sur le tas, mais c'est compliqué. Donc, si vous avez envie de faire de la géologie un peu quantitative et de pouvoir faire de la modélisation, effectivement, passer par une BCPST, c'est quand même pas mal. Merci, Vous Stéphanie. n'hésiterez pas, alors je ne sais pas qui reste connecté, mais enfin, via vos enseignants ou en nous cherchant sur le web, hein, nous, on est souvent content de répondre à des interrogations quand vous en avez. Donc, et encore une fois, vous pouvez essayer de venir à nos rencontres quand on sort de nos labos pour aller, encore une fois, ouais, je sais pas, à la Cité de l'Espace, quand il y a une fête de la science ou des choses comme ça, ou une niche des chercheurs. Donc, c'est l'occasion de discuter, évidemment. Très bien. Bon, merci à tous. Voilà, arrêtez là. Merci beaucoup à chacun. Et puis bonne fin de journée. Ouais, puis même merci pour l'invitation. Hein, Merci.